Nous sommes vendredi 12 janvier 2024 et c'est l'heure du tribunal de l'actualité. Auditeurs et auditrices de la radio Watt FM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Twi TV au numéro 264 sur le bouquet Canal Plus et sur la fréquence TNT du multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la 5e et dernière audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Vous le savez, comme à chaque audience, je suis accompagné par les juges au siège. De un des juges, Géofava, bonjour à vous. Bonjour Président Kaboré, bonjour juge Bougma, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Oui, juge Vaha, bonjour. Président Kaboré, bonjour. Madame, Monsieur, bonjour. Pour cette 5e audience, le tribunal de l'actualité a retenu 3 sujets pour vous. En première partie d'émission, il sera question de l'augmentation des primes des volontaires pour la défense de la patrie. En seconde partie, il sera question de justice avec le verdict du procès de l'effondrement d'une dalle à l'université Norbert Zongo de Koutgou. Et enfin, en troisième partie d'émission, il sera question du Niger avec la liberté provisoire accordée aux proches du président déchu Mohamed Bazoum. Voici donc annoncé le menu de cette 5e audience que je déclare ouverte avec l'étape des avant-propos. Juge Géofava, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience du tribunal? Oui, merci Président. Ce qui retient mon attention, c'est bien la CAN. De plus en plus, la ferveur est en train de monter. On a nos étalons qui sont arrivés hier et qui sont maintenant en terre de Burnie. Donc on attend évidemment le grand lancement de samedi et puis notre premier match du 16, voir comment nos étalons vont se comporter. C'est avoir une grosse pensée pour eux. Il y a une grosse polémique aussi. Les uns et les autres attendaient de voir comment est-ce que nos étalons seraient vêtus et tout. Mais il y a quand même aussi un brin de déception avec les choix qui ont été faits. En tout cas qu'on a constaté, malgré certaines annonces, ils allaient être en cocodonda, ils allaient être, on les a vus dans les tenues d'équipementiers et tout, ce qui n'est pas mauvais parce que l'équipementier c'est quand même une marque burkinabé, mais je pense que l'esprit qu'il y avait derrière, c'était que chaque pays, quand ils viennent, montre un peu la culture de chez lui. L'équipementier, bon, on sait comment ça, on sait ce que c'est en termes de tenue. C'est pas forcément ce que nous avons comme particularité culturelle. Maintenant, il y en a qui disent que c'est pas un défilé de mode, mais je pense que il faut pas faire preuve d'insincérité dans cette affaire-là, parce que quand vous avez tous commenté comment est-ce que les Ghanéens sont venus, comment est-ce que tel pays est venu, vous avez apprécié la façon dont ils étaient vêtus, c'est un peu insincère de ne pas dire qu'on est un peu dessus, de voir comment nos étalons étaient vêtus. Mais c'est pas la faute aux joueurs, il faut qu'on soit clair. Je ne pense pas que nos joueurs prennent sur eux de s'appeler et puis de convenir de comment ils vont s'habiller et puis aller prendre des mesures pour faire un truc commun. Non, c'est pas possible. Il y a une organisation qui est derrière. Et pour moi, c'est cette organisation-là peut-être qui n'a pas pris toute la mesure peut-être du sentiment qui a été créé, ne serait-ce que d'un point de vue communicationnel, avec seulement les arrivées et tout. On le voit par exemple lors des Jeux Olympiques, ils ne le font pas de façon fortuite. Quand chaque équipe vient, elle défile, et puis c'est le moment de montrer d'où on vient avec les particularités qu'on a. Si on le fait, c'est parce que ce sont des moments de communication fortes et des moments de communication assez importants où on marque le point, on marque le temps, on marque le pas avec ce qu'on est. Et je pense aussi que c'est sûrement que le comité d'organisation de la CAN a voulu mettre ça un peu en exergue. Et c'est pour ça que la plupart des équipes font le jeu. Mais nous, on n'a pas fait le jeu, on n'a pas... Mais pour moi, c'est d'abord organisationnel. Ça veut dire qu'en amont, ça n'a pas été travaillé. Peut-être que si on aurait fait, ça aurait été de l'improvisation même. Mais je trouvais ça quand même un peu dommage. Mais... qu'à cela ne tienne, je dis encore, ça ne peut pas être la faute des joueurs, ça c'est clair, il y a une organisation derrière qui devait l'assumer. Et puis ce qu'on peut souhaiter maintenant, c'est que nos étalons nous fassent rêver. Parce que tout ça, c'est bien, mais soit les jouer au foot. Et on attend d'eux beaucoup d'engagement. On est derrière eux et on est convaincu qu'ils vont aller loin. Moi, je pense que ça, c'est très important et on les soutient.
Et on sait qu'ils sont prêts à mouiller le maillot parce que ils ont toujours, été ainsi. Et on espère que cette fois-ci, on reviendra avec cette coupe-là qu'on a caressée déjà une fois. Merci, juge Fava. Juge Bernard Boukma, vous êtes souriant. Qu'est-ce qui retient votre attention? L'entraîneur a dit qu'ils vont faire ce qu'on n'a jamais vu. Donc moi, je ne suis pas étonné que même pour nous conformer, pour aller présenter notre identité, on ait de la peine à le faire. Donc on attend la suite de ce qu'on n'a jamais vu à une CAN. Mais ça a déjà commencé, donc on a vu ça. Bref, mon avant-pourvoi concernait le bilan de la police municipale pour 2023. Et donc, il y a plusieurs opérations qui ont été effectuées. Je retiens qu'il y a 1,93 tonnes de produits impropres à la consommation qui ont été saisis et détruits donc, en collaboration avec la Ligue des consommateurs. Il y a aussi 2708 interventions dans le cadre de la lutte contre les jets d'eau usés, les vidanges des fosses septiques. Maintenant, il y a les questions aussi de nuisances sonores. Les questions de nuisances sonores, on a 1509 plaintes pour des nuisances sonores provenant des débits de boissons, de lieux de culte, des ateliers, etc. Et donc, ça laisse voir, ce n'est pas tout, hein. Il y a plusieurs autres aspects, mais ça laisse voir ce qui se passe dans la ville de Ouagadougou. Donc, 1,5 tonnes de produits impropres à la consommation, c'est énorme. Et ça, c'est ce qu'on a pu avoir. Parce que les animaux en divagation, c'est plus de 3000. Les nuisances sonores, effectivement, ça prend de l'ampleur. Parce que vous avez des lieux de culte qui sont allés occuper des espaces verts. Et personne n'en parle. Les réserves administratives, qui doivent même parfois abriter même jusqu'à des commissariats. Personne n'en parle. Vous avez également des débits de boissons qui sont installés à des endroits indus. C'est un lieu de résidence. C'est un domaine de résidence. Mais vous avez un débit de boisson avec de la musique qui dérange. Alors que c'est une zone résidentielle. Ça ne devrait pas être. Parce qu'en la matière, c'est organisé de telle sorte qu'à un certain moment de la nuit, on diminue les décibels. Ce n'est pas respecté. Donc, c'est autant d'éléments qui nous fait voir l'incivisme qu'on a au niveau de notre capitale. Je ne parle pas de feux que l'on a respectés et des autres aspects, non. Mais en même temps, c'est une police municipale aussi qui a besoin d'assez de ressources pour pouvoir faire face à tout ça. Parce que, par exemple, pour les questions des jets d'eau, le gouvernement, je pense, a donné 2 ans aux ménages pour trouver des fosses septiques pour qu'à partir de 2 ans, on n'ait plus des gens qui jettent de l'eau, effectivement, en pagaille. Mais là, ça va demander un travail de fond. Si vous avez construit votre propre demeure, effectivement, vous pouvez donner le luxe de le faire. Mais vous êtes en location. Dans la construction, le bailleur n'y a pas pensé. Bon, vous avez besoin d'un toit pour dormir. Après la vaisselle ou les eaux usées, ou après la lessive, vous les jetez où? Vous ne pouvez pas les jeter dans votre cadre de vie. Surtout que vous avez des endroits où tout est pavé à l'extérieur, il n'y a rien. C'est-à-dire vous ne pouvez pas, vous ne savez pas comment faire. Vous faites quoi? Vous allez les jeter dehors. Donc ça va demander maintenant que ceux qui construisent intègrent ces différentes entités. Mais il y a moins de communication pour faire comprendre ces enjeux-là et leur importance dans la vie du citoyen et la qualité de vie de la cité. Parce que ça participe également de cette pollution. C'est des eaux usées, c'est sale, c'est l'eau de la vaisselle, c'est l'eau de la lessive, c'est l'eau. Donc il y a un travail de fond à faire pour que les uns et les autres comprennent que nous vivons dans une même ville, mais on a intérêt à la santé les uns et les autres, on a intérêt également à faire en sorte que le cadre de vie soit sain. C'est ce que j'avais comme avant-propos. Merci, juge Bernard Boukma. Annoncé par le président de la transition dans un discours à la nation, eh bien, l'augmentation des primes des VDP, l'amélioration de leurs conditions est aujourd'hui une réalité. Au-delà de la prime mensuelle qui passe de 60 000 à 80 000 francs CFA, eh bien, la prime des
d'invalidité des VDP passe désormais de 1 800 000 à 3 millions de francs CFA et le capital d'essai de 1 million à 3 millions de francs CFA. Juge Geoffroy Baha, déjà, quelle a été votre appréciation par rapport à ces différents changements intervenus? Bon, ces différents changements sont importants. Mais là, il faut regarder d'où on vient. Moi, je m'amusais à chercher un peu aux environs de juin 2021, un peu avant que le ministre de la Sécurité d'alors réagisse sur la question des VDP et de leur traitement. Et je vous lis une petite expression de VDP en la période. Ils disaient ceci, c'était rapporté d'ailleurs par une presse. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ils le disent 3 fois. VDP du Burkina Faso, VDP du Yatenga, VDP de l'Oroum, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Au nom de la patrie, aujourd'hui c'est le 21 juin 2021. C'est la déception qui nous fait parler. Nous sommes dans la tristesse. Les ennemis nous dominent. Mais nous savons qu'il en serait ainsi. Nous acceptons la mort pour que quelqu'un qui n'a pas de patrie ne prenne pas la nôtre. Les dirigeants du pays, ayez peur de Dieu, faites pardon et regardez, nous sommes dans la souffrance. Nous étions plus de 100 VDP. Nous nous sommes dispersés. Nous ne sommes plus que 6 sur le terrain. Les autres, nous ne savons où ils se trouvent. Nous demandons aux autorités de revoir nos conditions. S'ils savaient qu'elles ont vendu le pays, qu'elles nous le disent afin que chacun se cherche. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous sommes en ce moment en brousse. Nous ne savons si nous y sortirons vivants, mais nous sommes là, la patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est un article de Faso.7. C'était aux alentours de juin 2021. Je le rappelle pourquoi, parce que pour moi, ça dénote un peu ce que les VDP étaient à une époque, à un certain moment, ici au Burkina. Il faut reconnaître la clairvoyance de l'ancien président Roch Kaboré de se dire que seulement avec les militaires, on ne pouvait pas trouver la solution. Il fallait que les populations elles-mêmes, d'une certaine façon, puissent apporter leur contribution. Et c'est comme ça que naît l'idée des VDP. Et ça, c'est sous Roch, il en a la paternité, il faut le lui reconnaître. Maintenant, dans la création, dans le fonctionnement, il y a eu peut-être que on n'a pas tenu on n'a pas eu à prendre tout ce qu'il fallait autour pour que ce soit vraiment impactant. Et là, comme j'ai rappelé déjà le propos de comment on appelle ça, de VDP, rappelons quand même le ministre d'alors. Et il a été débarqué aussi par rapport à ses propos. Lorsqu'il disait, ils envoient des messages sur les réseaux sociaux. Nous sommes des VDP, nous voulons une assistance, mais sur nos documents, nous ne les avons pas. Nous saluons l'initiative de s'organiser pour pouvoir défendre les communautés, mais pouvoir les aider, il faut que nous ayons pu les enregistrer comme tel à tel endroit, et là on peut les apporter une assistance, ce qui n'est toujours pas le cas. C'est ce que disait donc Ousseini Compaoré en son temps. Et il disait que si on devrait même parler des VDP, c'est pas parce que quelqu'un porte une arme qu'il va venir gaillardement dire qu'il est VDP, et que si on devrait compter comme ça, on aurait à 501 millions. Comment des gens qui décident de faire le sacrifice ultime, celui de la vie, peuvent avoir pareil traitement? Vous comprenez? À un moment donné, ils étaient dans des situations si compliquées qu'ils se permettaient même de faire des vidéos, comme je le rappelais tout à l'heure avec le fond du discours. Et l'autorité qui dit on ne vous connaît pas, on ne vous a même pas recensé, comment on va vous gérer? Mais c'est quoi le rôle de l'autorité? Peut-être que c'est là où ça manquait. On est dans une guerre qui est celle du terrorisme assez asymétrique, où des gens sans ringueuse, sans treillis, avec les moyens de bord, viennent demander à tout un village de partir. Vous organisez une offensive, vous dites l'armée seule ne peut pas, il faut qu'on implique les populations. Et vous dites ceux qui se sont fait enrôler, ceux qui sont venus, qui ont décidé de prendre les armes pour aider
à renforcer l'offre domestique, on ne les connaît même pas. Non, c'est pas qu'on ne les connaît pas. C'est qu'est-ce que vous mettez comme mécanisme pour les prendre en charge, pour les organiser. C'est là où on a manqué de sérieux. Aujourd'hui, où on en est? Parce que la question que vous posez, c'est sur les dernières décisions qui ont été prises, de revoir leur traitement. 60 000, ils sont à 80 000. On parle des primes d'alimentation et tout. On parle, par exemple, des primes sur les questions d'inhumation et tout. Mais est-ce que ce que je disais tout à l'heure et aujourd'hui, c'est même pas une question de le jour et la nuit. Ces deux éléments, c'est comme si on parlait de deux entités distinctes. Mais qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est d'accepter, de comprendre le rôle qui est le leur reconnaître ce rôle-là et puis les revaloriser. Comment on s'en sort sans les VDP? C'est pas possible. Mais dans ce cas de figure, si on a fait ce choix, il faut accepter crânement de les assumer. Et aujourd'hui, on est content quand on voit des VDP qui, à contrario d'une certaine époque, il est difficile de faire une distinction entre eux et le militaire bien formé et tout, dans l'équipement, dans la dotation et tout. Parce que je le dis encore, la balle du terrorisme ne fait pas de casting. Il ne dit pas toi tu es militaire formé, toi tu es VDP. Il n'y a pas casting. Tu es en face, il t'allume. Tu es armé, en tout cas, il n'y a pas de débat. Donc, c'est des messieurs dont on doit s'occuper. Et ça, pour moi, ce n'est pas un débat. Et pour moi, là-dessus, on en avait déjà discuté ici sur ce plateau. Il faut être malhonnête pour dire que aujourd'hui, il n'y a pas eu d'avancée ou il n'y a pas eu d'amélioration dans le traitement des VDP. Non. Avec le regard du régime aujourd'hui, avec les options qui sont celles faites aujourd'hui, il y a que la question du VDP a été intégrée et assumée. Et même avec les pays qui encore traînaient les pas pour dire si c'est une milice, c'est ceci, c'est cela, on ne peut pas vous accompagner, le choix du Burkina a été clair. C'est notre option. Vous nous accompagnez, il n'y a pas de souci. Vous ne nous accompagnez pas, vous allez assumer aussi le revers des relations qu'on pourrait avoir, parce que pour nous, c'est notre option. Donc, sur la question des VDP, il faut reconnaître qu'il y a une grosse amélioration. Et maintenant, la dernière, elle est vraiment subséquente. Ça, il faut le dire de façon très claire. On connaît le niveau de vie au Burkina, on connaît les réalités au Burkina. Ce n'est pas que de les acheter, parce que je ne pense pas qu'on puisse acheter la vie de quelqu'un. C'est-à-dire quelqu'un qui vient, qui met sa vie dans la balance. Je ne pense pas que ce soit en contrepartie de l'argent, d'une somme quelconque. Non, il y a une conviction. Maintenant, derrière la conviction, il y a un minimum d'accompagnement qu'il faut. Et je crois que souvent qu'on a eu l'idée, la bonne, de créer ça. Et aujourd'hui, il y a la bonne façon de pouvoir entretenir ces forces-là auxquelles on a demandé de venir renforcer l'offre domestique qu'on a, militaire, pure et dure. Et pour moi, c'est un bon point. Alors, juge Bernard Boukma, nous revenons de très loin pour ce qui concerne la prise en charge des VDP. Comme le disait tout à l'heure le juge Geoffroy Vaha, difficile de parler de ces volontaires pour la défense de la patrie sans avoir une pensée pour l'Aguiyoro dans le Loroum. Aujourd'hui, une augmentation des primes de ces VDP. Quelle est l'analyse que vous en faites? Oui, mais parce que avec le capitaine Ibrahim Traoré, on a vu que le recrutement a été grandeur nature pour des nationaux et des communaux. Donc effectivement, à l'échelle commune, quand vous arrivez, partout au Burkina, vous les voyez. Ils sont armés d'armes de guerre. C'est-à-dire qu'on est passé à une autre étape de l'implication de ces civils-là dans la lutte. Mais effectivement, hommage doit être rendu à deux personnes. Au président Roch Kaboré, qui a eu l'initiative, mais c'était dans des conditions très difficiles. Parce que les partenaires du Burkina n'en voulaient pas. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Et l'avoir fait même dans ce contexte, c'était un acte courageux de sa part, parce que c'était très compliqué. C'est ce que vous avez vu que, c'est ce qui fait que l'appui, c'est vraiment de façon minime, quoi. C'est pas, vous formez des gens, vous ne les armez pas tous. Ce n'est pas eux tous qui ont droit à la paix, tout et tout.
ça venait en retard. C'est comme si on les a fait, mais on n'était pas trop d'accord dans le process. Parce que même dans le rang des forces de défense et de sécurité, ils étaient divisés. Les éléments étaient, la hiérarchie militaire sur cette question était divisée. Il y en a qui étaient d'accord, comme le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana, mais il y en a qui ne voulaient pas, qui disent non, dans la nomenclature de l'armée, dans l'organisation, non, c'est pas permis, ça viole les textes internationaux, c'est ceci ou c'est cela. Il y en a qui ne voulaient pas du tout. D'autres étaient de bonne foi parce qu'ils craignaient que après ça n'échappe au contrôle. Parce qu'on l'a vu ailleurs, après ça a échappé à tout contrôle. Le Soudan est un exemple palpable de ces choses-là. Je prends l'exemple le plus récent. Donc le Soudan, c'est un cas concret. Donc il y a eu plusieurs pays qui ont tenté et après ça échappe au contrôle de l'armée, ça devient une armée dans l'armée. Donc il y a eu des craintes de départ mais qui sont fondées. Mais j'ai dit le deuxième homme à rendre hommage, c'est effectivement Laguioro, qui fait partie, quoi qu'il en soit, le héros de cette guerre jusqu'à présent. Quand on entend quelqu'un qui s'est vraiment illustré, bon, toute proportion gardée, c'est son visage qui se pointe, qui se présente. Alors qu'une guerre comme celle-là doit avoir des héros auxquels les gens s'identifient. Donc, le Burkina est un pays atypique aussi. Quand vous êtes un héros, on dit que vous voulez vous jouer les héros. Bon, la suite aussi, on la connaît. Ce qui fait qu'il y en a qui sont très bien, mais qui préfèrent faire profil bas. Ça aussi, c'est une réalité. Sinon, je n'ai pas dit que dans les rangs de forces de défense et de sécurité, il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas de héros, il n'y a pas... Non, c'est pas de ça que je parle. Surtout que certains ont commis des actes de bravoure et ont laissé leur vie pour pouvoir sauver les autres. Donc, mais je parle d'un visage symbole à l'échelle nationale, dont on entendait parler sans savoir qui il est. Et dont le décès aussi, la tuerie a suscité un tollé national. Donc, la République, par le touchement du chef de l'État, a offert une villa à sa famille. Donc ça, ce sont des éléments, c'est des faits sur lesquels on ne peut pas quand même ne pas nous y attarder. Et le chef de l'État, dans une de ses sorties d'ailleurs, disait que c'est quelqu'un qui est un civil, mais sur les questions militaires, le minimum de grade, il pouvait l'avoir. Ça, il fallait seulement recycler parce qu'il conduisait ces hommes avec une stratégie et une conviction à toute preuve. Civil mais soldat dans l'âme. Et donc, effectivement, aujourd'hui, il y a d'autres VDP qui sont des civils mais qui font un travail remarquable aux côtés des vaillantes forces de défense et de sécurité sur le terrain. Donc, est-ce qu'on pouvait, au regard de tout ça, ignorer un certain nombre de choses? Sur ce plateau, celui qui avait représenté l'ODJ en émission s'était plaint de ce que les frais d'enterrement, pour lui, c'était faible. Il fallait revoir cela à la hausse parce qu'un bon cercueil se négocie à partir de 75-80 000. Alors que je pense que les frais d'inhumation, c'est 100 000. Aujourd'hui, ça s'est passé à 250 000. Donc, sans oublier également les autres frais pour les invalidités, par exemple, effectivement, il y a une bonne amélioration. Donc, si vous avez besoin de civils, de supplétifs pour combattre aux côtés des forces de défense et de sécurité, compte tenu du fait qu'ils ne sont pas enrôlés dans l'armée régulière, donc ne sont pas déclarés comme personnels des forces de défense et de sécurité avec tout ce que cela engage, mais il y a un minimum quand même pour les stimuler, pour les encourager, parce que quoi qu'il en soit, ils se battent pour la patrie et certains ont payé et continuent de payer le lourd tribut. Certains au péril de leur vie, d'autres portent les séquelles de cette guerre maintenant sur leur corps parce que blessés, d'autres sont rendus invalides au front. Et donc, il y a ces réalités-là. On ne pouvait pas ne pas penser à les mettre dans des conditions qui soient acceptables. Et là, sincèrement, le capitaine Ibrahim Traoré et ses hommes ont fait un effort. Là, qu'est-ce qui aurait pu justifier le temps mis pour cette reconnaissance, pour cette augmentation? Une volonté politique, des ressources économiques?
Je pense beaucoup plus à la question de ressources. Je ne pense pas à la question de la volonté politique. Parce que la volonté politique s'est exprimée dès lors qu'il a lancé un recrutement à grande échelle, au plan communal et au plan national. La volonté politique s'est exprimée parce qu'après le recrutement, ils ont été conséquemment dotés en armement. Je dis même jusqu'à l'échelle commune où il n'y a même pas encore eu un seul coup de feu d'un terroriste tiré. Vous arrivez, vous les voyez, ils sont armés d'armes de guerre et ils montent la garde. Ça, c'est l'expression de la volonté politique. Alors qu'avant, vous ne pouvez vous faire enrôler VDP que dans votre commune d'origine. C'est-à-dire que si vous êtes dans une commune où il n'y a pas encore même d'acte terroriste et que vous pensez que vous pouvez contribuer, ce n'est même pas permis. Il y en a qui ont dans les émissions interactives, ils ont plusieurs fois demandé est-ce qu'ils ne peuvent pas. Nous avons dit non, la loi ne le permet pas. Donc même si vous avez la volonté d'aller donner un coup de main, il faut forcément que votre localité soit touchée. Mais ici, ça a été ouvert. La volonté politique également s'est exprimée parce que de 20 000 au départ, c'est passé à 60 000. La prime d'enterrement, 100 000. Et puis les autres accompagnements, le 1 million, les primes d'invalidité. Voilà. Donc, elle s'est exprimée. Maintenant, il fallait des ressources. Et je pense qu'après 1 an de mise en œuvre, l'évaluation certainement ayant été faite en fonction des ressources disponibles, ils font la projection et la stimulation de dire, bon, en ce moment-là, on peut passer à tel niveau. Donc, je pense que c'est beaucoup plus la question de la ressource qui a fait que c'est venu comme ça, mais ce n'est pas pour une négligence d'une entité. Non, je ne pense pas. Parce qu'il y a beaucoup d'efforts qui avaient été déjà consentis quand le recrutement a été lancé grandeur nature pour avoir suffisamment de VDP. Donc, cette volonté politique s'est déjà exprimée. Mais c'était la question des ressources. Et même là, effectivement, quand les annonces avaient été faites par rapport aux améliorations, il y en a qui étaient sceptiques, qui ont dit que non, on n'aura pas l'argent pour ça. Il y a à un moment donné eu des retards de paiement au départ. On n'aura pas suffisamment de ressources et ça risque d'être un problème. Bon, quoi qu'il en soit, ils ont pu tenir. Parce que la mobilisation des ressources ne concerne pas seulement l'aspect pécuniaire où on dit à la fin du mois, vous avez ceci, en cas de ceci, vous avez cela, en cas d'invalidité, vous avez cela, voilà ce qui revient à votre famille, à vos ayants droit. Ce n'est pas de ça seulement. Mais c'est le kit. Quand il sort avec son arme et avec toute la dotation conséquente pour aller au front, là aussi un coup. Il y a un coup. Parce que c'est des gilets pare-balles, c'est des chaussures, c'est la tenue, c'est l'arme, c'est tout ce qu'il y a pour aller sur le terrain. Et là aussi, c'est un coup, oui, il y a un coup. Et même maintenant, puisque les effectifs ont grossi, en plus des forces de défense et de sécurité, vous avez les VDP. Donc, même le matériel roulant, vous en aurez besoin assez de matériel roulant pour pouvoir faciliter la mobilité. Donc, quoi qu'il en soit, on ne peut pas occulter. Donc, tout ça, ça a un coût. Maintenant, si on ajoute aux autres aspects liés à ce que il doit être, le VDP doit pouvoir être dans des conditions sereines, parce que il y a une famille qu'il a laissé pour venir servir la nation, et il regarde le soldat à la fin, les primes que le soldat gagne alors qu'ils combattent, ils endurent les mêmes épreuves, et naturellement il y a une motivation à faire pour ne pas que la ferveur tombe, parce qu'ils combattent ensemble, je veux dire. D'accord. Alors, juge Géoffroy Vaha, je vous retourne la même question. Quand on regarde ces différentes augmentations, tout a presque été pris en compte jusqu'aux frais d'inhumation qui passent de 100 000 à 250 000. Je le rappelais tantôt, la prime d'invalidité qui passe de 1 800 000 à 3 millions. Le capital d'essai d'1 million à 3 millions. Mais pourquoi avoir mis autant de temps pour en arriver là, à cette reconnaissance par rapport au travail abattu, par rapport à ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur? Est-ce la volonté politique ou est-ce les ressources économiques pour vous? Non, mais il y a forcément les ressources. Il y a forcément les ressources qui sont un véritable problème. Et puis, bon, j'ai dit dès le départ, lorsque les VDP avaient été créés, je pense que c'est
c'est comme toute œuvre humaine, hein. On commence, on se dit ça c'est une bonne piste, et puis après on essaie de trouver les angles justes pour pouvoir arrimer les choses aux besoins et à la pratique terrain. Donc pour moi c'est au fil du temps qu'il y a eu une bonne appréciation et de la contribution de ces VDP et aussi des conditions dans lesquelles on devrait pouvoir les mettre pour avoir des résultats probants. Donc pour moi, ça, c'est des choses qui se font au fil du temps. Donc, il ne faut pas dire, on les a négligés, et, ou bien on a ceci, on a cela. Non, je pense que c'est des éléments qui sont peaufinés au fil du temps. Et on dira seulement que ça n'est que justice que aujourd'hui, de telles décisions soient prises qui permettent à ces messieurs-là qui risquent leur vie de se sentir aussi vraiment très à l'aise parce que il y a un sacrifice qui est reconnu. Je crois que ça, pour moi, c'est déjà très important. Ça a mis peut-être du temps, mais il faut accepter que, quelquefois, des éléments prennent le temps. Maintenant, il y a aussi que, quand on prend le cas du capitaine Ibrahim Traoré aujourd'hui, des présidents qui sont passés, c'est celui qui a fait l'option crânement de faire sa guerre. Mais qui veut faire une guerre, s'en donne les moyens. Comment demander les recrutements comme il l'avait demandé avec un certain nombre de VDP comme on n'en avait jamais vu avant, si par après vous n'avez pas en ligne de mire de pouvoir vous en occuper? Ça va être très compliqué parce que autant de personnes mobilisées dans une insatisfaction avec des armes, ça devient encore plus dangereux. Et ça, c'est une lecture qu'il faut avoir. Donc pour moi, ça n'est même que logique que de se dire que on les a appelés, on les a formés, on les a armés, mais si on s'amuse, ça risque même d'être plus dangereux pour nous. Donc il faut s'en occuper. Et pour moi, ça n'est que logique. Et en même temps aussi, il y a un autre enjeu derrière, c'est que quand vous regardez les zones où les terroristes continuent de faire du recrutement, je pense aussi que dans la tête de beaucoup de jeunes, ça va commencer à faire tilt. Parce que vous regardez, qu'est-ce que la plupart des terroristes là viennent offrir? Ils viennent vous dire que vous êtes des oubliés de la nation, on ne veut pas s'occuper de vous, votre pays vous a oublié et tout. Mais si vous êtes deux jeunes, vous voyez l'autre qui est allé se faire relever d'épée pour défendre d'où il vient. Et vous regardez, il est très bien traité. On ne se dit pas comment lui là sur le badaud du village là, pourquoi est-ce qu'on va lui donner un treillis, pourquoi est-ce qu'on va lui donner un casque. Quand vous-même vous allez le voir, vous allez comprendre que il est comme un militaire à part entière. Dans le traitement, vous vous rendez compte que, attention, c'est des gens, on était ici ensemble, mais attention, il y a un État qui a de l'égard pour eux et qui a pleine conscience du sacrifice qu'ils sont en train de faire. Je pense que ça doit faire réfléchir. Et pour moi, ça, c'est quelque chose c'est un élément qui est très important. Parce que le discours du terroriste, c'est de dire que d'abord, vous êtes des écartés et des oubliés. Et que l'État n'a que faire de vous. Et vous regardez la condition des VDP aussi avant. Le gars, il se fait enrôler et puis après, c'est démobilisation générale. Démobilisation générale, ils vont aller où? Lorsque vous avez fini de prendre conscience que les armes que vous avez eu à acquérir, parce que n'oublions pas quelque chose, on a même fait des reportages, je me rappelle de celui qu'on a fait dans certaines zones du Burkina, où le clair de l'armement du VDP, c'était ce qu'il avait obtenu avec les terroristes. C'est-à-dire qu'en faisant des missions, en attaquant certaines de leurs bases, et puis les terroristes fuyaient, c'est ces armes-là qu'ils récupéraient et qui servaient de dotation. Et quand c'est comme ça, il faut avoir du cœur pour continuer. Donc, et celui aussi qui s'est dit, écoute, votre affaire là, on vous respecte même pas. On n'a même pas conscience du sacrifice que vous faites. C'est pas mieux je vais aller m'asseoir avec celui-là, au moins je n'aurai pas la bagarre. Donc pour moi, ça c'est un élément qui participe aussi de convaincre et de permettre de ratisser l'âge. Maintenant, tout ça on le dit c'est bien, mais ça va avec des efforts que chacun de nous sera obligé de consentir, comme le président le disait dans son discours, et comme d'ailleurs les notes du ministère de l'économie et des finances ont eu à en acter la dynamique. Sur les salaires, sur les chiffres d'affaires, les résultats nets des entreprises et sur un certain nombre d'éléments. Donc, ce sont maintenant aussi, quoi qu'on dise, ces efforts-là
que le Burkinabé, de façon générale, doit faire encore et encore. Maintenant, il faudrait que très vite, il y ait le résultat qui vienne en constatation très rapide. 65,65, il faut que maintenant, là, on passe un cap. On passe un cap qui soit très important. Parce que n'oublions pas que les efforts, les Burkinabés n'ont pas commencé à le faire sous Ibrahim Traoré, le capitaine président, non. Ils n'ont pas commencé à le faire sous Damiba. Ils ont commencé à le faire depuis Roch Kaboré et depuis les premiers attentats avec les budgets défense-sécurité qui ont commencé à gonfler. Quand ça a gonflé là, ça quittait pas du ciel pour tomber. C'est la contribution des Burkinabés. Et ce qui devrait servir aux questions d'investissement et de développement qui commençait à être rogné pour les besoins militaires. Donc, il y a un effort que le Burkinabé concentre depuis. Et la critique a été pendant longtemps de dire qu'il n'y avait pas cette saine corrélation entre efforts consentis, investissement fait dans l'armement et dans la défense et la sécurité et résultats sur le terrain. Et il faut qu'on ait ce alliage-là qui aille progressivement et bien. Parce que c'est seulement comme ça que le Burkinabé se trouvera soulagé un peu dans l'effort même qu'il est en train de consentir. Donc il faut aussi des résultats probants et très vite. Je pense que ça c'est très important. Courage donc à nos volontaires pour la défense de la patrie et à l'ensemble des unités combattantes sur le terrain. Et nous prenons tout de suite la direction de la cité du Cavalier Rouge à Koudgou pour le deuxième sujet enrôlé pour cette audience. Eh bien, le verdict du procès de l'effondrement d'une dalle à l'université Norbert Zongo de Koudgou a finalement connu son épilogue hier jeudi. Juge Benna Bougma, comment est-ce que vous avez apprécié un tel verdict ? Bon, je ne sais pas quel commentaire il faut en faire par rapport au verdict, parce que personnellement, je me suis dit que le juge a dit le droit, la décision a été prise sur la base des faits, de l'instruction du dossier et de ce que cela engage conformément au code pénal du Burkina. Voilà, donc ce qu'il y a, c'est le plus important aussi, c'est les enseignements à tirer pour qu'il n'y ait pas ça, il n'y ait plus jamais ça, parce qu'il y a des vies qui ont été emportés dans cette affaire. Parce que à Gawa aussi, il y avait ces anomalies qui avaient été signalées et ça n'a pas été aussi simple. Il y en a qui ont finalement même perdu leur boulot, qui ont préféré quitter parce que demandant l'exigence en termes de respect des normes pour la qualité de la bâtisse. Donc il y a un danger aussi qui plane à Gawa. Maintenant, pour revenir effectivement au cas de Koudgou, je pense que c'est beaucoup plus là les enseignements à tirer. À partir du moment où le bâtiment, comme tout bâtiment, doit abriter des hommes. Et ici, les gens sont nombreux. C'est l'argent public, c'est un édifice public. Il y a des gens qui ont pris de l'argent pour faire un travail aux normes. Et la dernière fois, on parlait ici des procédures. Vous allez voir que quand on va prendre la procédure d'attribution de ce marché, toute la procédure a été respectée. On a mis l'accent sur la procédure. Après ce qui va se passer là, on est moins regardant. Et c'est ça la crainte en fait. Et dans plusieurs infrastructures, c'est comme ça. Qu'elles soient routières, qu'elles soient pour des écoles, qu'elles soient pour des centres de santé, on s'assure que tout ce qui est mécanisme, procédure, quoi, est respecté. Mais après, qui va suivre le dosage du ciment? Qui va suivre l'évolution des travaux? En ce moment-là, il y a des bureaux de contrôle, c'est vrai, mais à la fin, c'est décevant. Donc, moi, c'est beaucoup plus les enseignements qu'on a attirés. Voilà. Maintenant, pour le verdict, je me dis, le droit a été dit. Le juge l'a prononcé en fonction, effectivement, de ce qui a été donné comme fait et tout à voir. Et puis bon, mais c'est un procès qui est en même temps pédagogique. Espérons que les autres acteurs, quand je dis acteurs, ça parle de celui qui a attribué le marché, de celui qui a exécuté le marché, et tous ces acteurs sont concernés dans la qualité de l'ouvrage. Ça ne peut pas être seulement de la responsabilité de l'entrepreneur. Parce qu'il y a quelqu'un qui demande un service et qui veille sur la qualité du service. Donc tous ces acteurs sont concernés. Mais bon, si on va faire comme bon, c'est pas le champ de mon papa, c'est pas le champ de ton papa, peu importe le problème, ton problème il est où. De toute façon, d'ici là, si on a trop duré encore, si c'est 3 ans, on va changer on va partir, bon voilà. Donc,
J'ai l'impression que c'est comme ça. Vous prenez l'université de Ouagadougou, les plus vieux bâtiments tiennent mieux que certains nouveaux bâtiments. Prenez l'administration publique en ville, les bâtiments qui sont là avant l'époque des indépendances, c'est-à-dire des bâtiments coloniaux, si je peux m'exprimer ici, même des écoles ou des centres de santé en province comme à Ouagadougou défient le temps. Allez-y au sein du building de la Misana, regardez les bâtiments qui sont là-bas, interrogez l'âge des bâtiments. Ça ne fait pas lire. Mais aujourd'hui, regardez ce que nous avons fait après. Allez-y à côté de l'aéroport. Il y a des ministres qui ont fui le bâtiment administratif, l'hôtel administratif, qui doit abriter plusieurs ministères. Il ne peut pas. Le sous-sol, n'en parlons pas. Allons-y regarder le palais des sports Ouaka 2000. Il faut aller visiter son sous-sol. Ça craint. Surtout en saison de pluie. Mais vous avez l'eau. Pourquoi? Et des vieux bâtiments tiennent. Et de nouveaux bâtiments ne résistent même pas le temps d'une intempérie. Il y a des écoles qui n'ont pas tenu 5 ans. Ça s'est effondré. Il y en a qui n'ont pas tenu. À la prochaine saison, le bâtiment s'est écroulé. Donc, ici, ce n'est pas seulement pour la dalle de Koudougou, ni le verdict, c'est tout ce qu'il y a comme élément conséquent derrière. Parce qu'après, nous avions eu ici une émission spéciale en ce qui concerne, après cela, pour interroger les infrastructures, pour les contrôles. À un moment donné, le ministère de l'Habitat avait pris une circulaire pour rappeler que l'exclusivité du contrôle revient au cadre du ministère, parce qu'il y a d'autres cadres qui le font. Et la qualité des matériaux de construction laisse à désirer. Les fers ne sont pas adaptés. Donc, et puis, il y a cette affaire de moins offrant. Le stylo se paye à 100 francs ou à 150. Vous venez vous dites que le même stylo de 100 francs peut offrir ça à 80 francs. Et puis il y a quelqu'un qui est d'accord pour dire oui, effectivement, c'est le moins 10 ans, on n'a qu'à lui donner. Et un autre qui se pointe, il dit qu'il peut donner ça à 75 francs. Après, il va vous envoyer maintenant un stylo normalement qui devait coûter 50 francs en termes de sa qualité. Vous prenez, ça ne peut pas tenir. Mais bon, on est dans cette histoire de moins 10 ans, de moins. Donc, il sait qu'en prenant le marché à ce coût, il ne peut même pas l'exécuter. Mais bon, la qualité aussi a un coût. Donc il y a autant d'éléments que ce n'est pas aussi simple que cela. Mais je dis, ce qui est important, ce sont les enseignements que nous devons tirer de ce procès, qui est le plus important. Alors, juge Fova, est-ce que vous pensez que le verdict de ce procès pourrait permettre de dissuader des éventuels fautifs dans le cadre de l'exécution de certains marchés publics? Bon, moi je pense qu'en la matière, est-ce que c'est ça qui va dissuader? Bon, j'attends de voir. Parce que c'est un phénomène qu'elle a produit. Bizarrement, le bâtiment au Burkina, c'est ce qui est... comment dire cela? C'est ce qui fait mentir en matière d'évolution. Je vous explique. Aujourd'hui, quand on parle de technologie, c'est-à-dire que plus le temps avance, plus vous avez des matériaux qui sont... Ou bien vous avez des... Comment on appelle ça? Vous avez des services, vous avez des facilités qui vous permettent de gagner en temps, de gagner en qualité, de gagner en confort. Mais bizarrement au Burkina, quand on parle de bâtiments, en fait, quand le temps avance, c'est là où vous faites des bâtiments qui s'écroulent vite. C'est-à-dire que à usage rapide, je ne sais pas comment on va appeler ça. C'est pas possible. Ça veut dire que ce que vous avez comme infrastructure construite, faite, il y a 30, 40, 50 ans, il n'y a pas une fissure. Mais c'est ce qui a commencé à 10, 15 ans là, jusqu'à maintenant, c'est ça qui est biodégradable. On a comme l'impression que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire, on a une avancée technologique et c'est maintenant qu'on nous fournit du fait de mauvaise qualité et qui ne dure pas. C'est à ne rien comprendre. Mais on part sur les bâtiments, allez voir nos routes. Allez voir nos routes. Le manque de sérieux qu'on a, on le fait aujourd'hui, 5 ans après, vous y passez, vous oubliez que c'est ce qu'on avait, c'est ce dont on avait fait l'inauguration il n'y a même pas 5 ans. Quand vous partez rejoindre des artères qui ont été faites il y a peut-être 30, 40, 50 ans, tout est là, indemne.
Donc il y a un vrai manque de sérieux. Quand on prend le cas de l'université de Koudougou, je pense qu'il y a eu des personnes physiques ou morales qui étaient liées au dossier. Et quand vous regardez, il y a les 3 entreprises qui ont été condamnées. Il y a des personnes physiques, je pense qu'il y a le chef de chantier, il y a le chef des missions de contrôle, et puis celui qui était chargé du contrôle à pied. C'est les 3 qui ont été... mais l'autre partie, quand on prend par exemple le laboratoire national des bâtiments et autres, je pense qu'ils ont été relaxés pour infractions non constituées et autres. Moi, je ne reviens pas sur les décisions. Mais la question que je me pose, c'est quand l'État veut faire quelque chose, est-ce que tout doit être confié à des... Je parle de contrôle. Tout doit être confié à des structures privées ou à des... Tout doit être externalisé. Voilà, c'est le bon terme. Est-ce que tout doit être externalisé? Est-ce que celui qui a demandé là, que l'État ne doit pas avoir son regard? S'il a son regard, pourquoi est-ce que quand pareille situation arrive, lui, il n'a rien à y voir? Je trouve ça quand même un peu bizarre. Vous voulez construire votre maison, je ne suis pas sûr que vous allez tout mettre ça dans la main de quelqu'un et puis venir, qu'on vous donne une clé et puis vous allez ouvrir une porte pour entrer. Vous venez regarder ce qui se fait. Quand vous n'êtes pas content, vous dites ça là, moi je sais que c'est pas bon. Même quand vous n'êtes pas un puriste. Et puis vous attachez des services aussi pour avoir un œil plus averti, un regard plus averti. Ça doit être comme ça. Mais malheureusement, sous nos cieux, c'est le gros problème qu'on a. Et regardez, on parle de 2021, c'est vrai que l'affaire même, elle a pris 2 ans avant d'être ouverte en justice, mais dans la période, combien de bâtiments, les écoles décoiffées là qu'on n'avait pas, ou bien à période de pluie qui devenaient des dangers pour les enfants. C'était ça la réalité. C'est-à-dire qu'il pleut le soir, vous venez le matin, vous dites ah Dieu merci que la pluie là ne soit pas venue pendant que les enfants étaient à l'école, parce que sinon ça allait être difficile. Vous allez demander, l'école a été construite à 2-3 ans seulement. Mais c'est grave. C'est très grave. Parce qu'aujourd'hui, c'est là pas du gain. Aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on travaille à avoir des marges bénéficiaires intéressantes. Comment, pour celui, par exemple, qui donne le marché, il laisse ses rétrocommissions. Mais avec ça, là, comment on peut s'en sortir? Quelque chose qui peut coûter 50 millions. On fait l'appel d'offres, tout est calé. Le gars même qui te donne le marché, lui, veut 15 millions dedans. Toi, tu vas faire comment? Ok, vous allez faire ça ensemble. Vous allez tout gâter. C'est ce qui est en train de se passer. Il y a un manque de sérieux. Et ça, si on ne regarde pas vraiment dedans, comme le président lui-même a dit qu'il met les prochains mois là sous sous les auspices de la lutte contre la corruption et autres, c'est plutôt les éléments de corruption et beaucoup d'autres avatars comme ça qui font qu'on a à la fin aussi quelquefois ce type de résultat. Et puis le manque de rigueur aussi dans le contrôle. Et très rapidement, quand vous faites le parallèle par rapport aux vieux bâtiments qui résistent, contrairement aux bâtiments récents, n'est-ce pas aussi parce que à l'époque, l'intégrité avait tout son sens, contrairement à la période actuelle? Bon, je ne parle pas de l'affaire d'intégrité. Bon, je vais vous dire aussi la vérité, c'est que on aime insulter les gens, mais la plupart de nos marchés là, c'était exécuté par soit des entreprises qui étaient des succursales mais des firmes d'entreprises étrangères qui mettaient du sérieux dans le travail qu'ils faisaient. Maintenant on fait des champions, c'est-à-dire que chaque changement vient avec une nouvelle comment on appelle ça là, moi je préfère les appeler des commerçants, des types de nouveaux commerçants qui disent que eux c'est des champions dans tel domaine, que lui il est bon dans les BTP infrastructures, c'est lui. Vous lui donnez un marché, il n'est pas capable de l'exécuter de façon intéressante. Les grosses routes que vous avez dans la plupart de nos pays africains là, qui datent de pas loin des indépendances, c'est des entreprises qu'on connaît, c'est des entreprises européennes quoi qui sont venues les faire. Il faut qu'on se dise la vérité. Nos grosses infrastructures là, même ce qu'on a pu acquérir des indépendances là, regardez jusqu'à aujourd'hui ça tient. Ils ont mis du sérieux. Mais entre nous-mêmes là on n'est pas bien. C'est pas qu'on n'a pas l'expertise, mais à vouloir trop bouffer dedans, on finit par donner quelque chose qui est ridicule. Voilà l'épaisseur du bitume que vous devriez donner. Vous en donnez, je ne sais pas moi comment on appelle ça. Bon, c'est vraiment compliqué. On n'est pas honnête avec nous-mêmes. C'est nos enfants qui vont rouler là-dessus. C'est nos enfants qui vont habiter dans des bâtiments comme ça. Mais
comme on veut se sucrer, on fait tout comme on peut pour avoir le maximum de la marge. Et celui qui est en face, celui qui vous donne le marché, lui aussi il attend le maximum de ce que vous allez lui donner comme rétrocommission. Mais on ne peut pas faire des infrastructures correctes dans cette façon de fonctionner. Juge Bernard Bougma, 3 minutes de temps d'antenne, un mot par rapport au dernier sujet qui a été retenu pour notre audience. Et en se rendant au Niger, l'épouse et le fils du président déchu, Mohamed Bazoum, ont bénéficié d'une liberté. Est-ce à dire que la médiation togolaise paye dans ce pays-là? En tout cas, on ne peut pas se voiler la face. La médiation a payé. La preuve d'ailleurs, c'est là-bas que le fils a élu domicile. Donc, il faut reconnaître que Faure a pu se positionner de façon conséquente autour de ces présidents qui ont opéré des coups d'État dans leur pays. Il parle, d'abord c'est des missions officieuses, des délégations officieuses, et lui-même parfois il a effectué des missions officieuses auprès des dirigeants de ces 3 pays, des 4 pays, pardon. Même s'il n'a pas allé dans tous les pays. Et ça lui a permis d'avoir une posture conséquente, je pense beaucoup plus réaliste de la situation. Et il tire également son épingle du jeu, c'est marron du feu, compte tenu également pour son port. N'oublions pas qu'il y a une présidentielle également qui se profile à l'horizon. Il y a un discours à un moment donné qui peut qui peut payer. Mais quoi qu'il en soit, il faut le reconnaître fort, sa médiation à payer. Et aussi les dispositions des autorités nigériennes de lâcher du lest et de desserrer légèrement les taux autour de la famille Bazoum. Bazoum, lui, est toujours détenu certainement. Est-ce qu'on pourrait s'attendre aussi à une libération? C'est possible, on pourrait s'attendre, parce que dès lors qu'il a été renversé, dès lors que, bon, on ne va plus, à moins que si il y a une action judiciaire qui a été enclenchée, il faut le faire, sinon vous tombez sur le coup d'une détention arbitraire. Le président Rocabore a été arbitrairement détenu ici, ce n'était pas normal. Bazoum, c'est pareil. Maintenant, s'il y a une action, j'ai dit bien judiciaire enclenchée, vous enclenchez cette action judiciaire pour qu'il puisse venir répondre de ce pourquoi est-ce que vous lui reprochez. J'entends des gens qui parlent de non, il n'a pas formellement démissionné, il n'a pas... Écoutez, Condé n'a pas démissionné. Condé n'a pas signé une démission. C'est d'ailleurs avec Ibeka que j'ai vu qu'on vous fait coup d'été, puis vous dites de signer un papier, vous acceptez petit. Je ne comprends pas. On dit que vous n'êtes plus président. Et en même temps, vous dites de signer un document pour dire que vous-même vous dites que vous n'êtes plus président. Je ne sais même pas ce que c'est. En fait, moi, je ne comprends pas cette affaire-là. Vous le faites renverser, vous dites, bon, à partir de ce moment, vous n'êtes plus président de la République. Ton gouvernement, il est dissous. Ton parlement, il est dissous. Ta constitution, là, est suspendue. La constitution sur laquelle tu as été élu, prêté serment, tu gouvernes là, est suspendue. Et vous revenez dire à ce même monsieur-là encore de déposer une démission. Alors que la démission se dépose devant le président du Conseil constitutionnel, devant le peuple, et tout. Bon, il y a un problème. Quand vous regardez, prenons le cas de Burkina, vous lisez la démission du président Kaboré. Et je dis que vous posez la question de savoir est-ce que ça a une valeur. La déposé, c'est devant qui? Au président du MPSR, qui n'était pas légalement constitué. Ah, il y a un problème. Donc, est-ce qu'on en a réellement besoin? Bon, je sais, ces artifices-là, peut-être que des juristes chevronnés dans le domaine pourront mieux nous expliquer, mais d'un point de vue logique, moi, je ne vois pas en quoi est-ce que ça rime. Dès lors que les mécanismes légaux qui ont été enclenchés pour vous mettre au pouvoir ont été fouettés avec vous en même temps, et on vous dit d'utiliser encore les mêmes mécanismes qui ont été fouettés pour démissionner. Aïe. Je ne comprends pas. Sincèrement, en toute sincérité. Donc, attendre sa démission comme élément... Je ne sais vraiment pas à quoi est-ce que ce débat-là nous renvoie. Sincèrement. On termine avec vous, juge Geoffroy Vaha. La famille du président déchu, Mohamed Bazoum, qui ont bénéficié d'une liberté, le fils et l'épouse. Est-ce à dire qu'on pourrait s'attendre aussi à une libération du président déchu? Et qu'est-ce que vous pensez de l'implication du Togo en termes de médiation? Non, c'est clair que la médiation togolaise est en train de bien fonctionner, mais ce que disait Bernard, bon, le problème c'est vous venez vous fouetter tout ça, mais après vous venez rétablir la Constitution. Donc vous allez fonctionner selon la Constitution. Et qu'est-ce que la Constitution dit sur la question de la fin du mandat du président? C'est là où vous êtes coincé et vous courez derrière maintenant un papier de lui. Donc ça c'est normal, parce que personne ne veut venir évoluer en mettant la Constitution de côté. Chacun veut venir se donner un apparat aussi de légalité après avoir invoqué une légitimité. C'est ça aussi la vérité. Maintenant, quand je regarde aussi Tiani, je pense que c'est logique. Depuis 2011, je pense qu'il est à la tête de la garde présidentielle sous Issoufou. Et celui qui est venu, Bazoum l'a maintenu. Donc, vous voyez chaque jour
les enfants, la femme, tout ça, vous êtes chaque jour vous parlez ensemble, c'est vous-même qui les gérez et tout. Donc il y a des liens qui se créent. Maintenant, il peut y avoir la dissension du moment, mais après vous êtes humain. C'est des gens avec lesquels vous avez été tous les jours. Je ne pense pas que vous vouliez les mettre dans une situation dans une difficulté outre mesure. Donc ça aussi, c'est des éléments qui parlent. Maintenant, il y a la réalité politique du moment et tout. Maintenant, pour le cas Bazoum, n'oubliez pas que Bazoum, c'est le président. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut peser aussi en termes d'impact sur la transition quand il n'est pas maîtrisé? Je pense que c'est ce que soupèsent forcément Tiani et ses hommes. Donc ça, c'est normal. Maintenant que la femme, les enfants, les à côté soient libérés, pour moi, ça participe aussi d'apaiser un peu les choses, parce que n'oublions pas qu'il y a une CEDEAO aussi qui demande que les choses se passent aussi dans ce sens-là. Et c'est ici que nous mettons un point final à la 5e et dernière audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Merci, juge Bernard Bougma, pour les angles de regard et d'analyse. Merci à vous, juge Léo Favara, pour les clés de lecture. Merci également à vous, auditeurs et téléspectateurs, et à l'ensemble de l'équipe technique à la radio et à la télévision. N'oubliez pas, ici au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à lundi pour une autre convocation.